interventions de 20 minutes. Donc, bon, vous êtes au courant de comment ça s'organise, mais peut-être vous faire un petit rappel. Donc, chaque intervention durera 20 minutes. Les 3 interventions vont se dérouler à la suite. Et une fois que celles-ci seront terminées, on fera un tour dans la salle pour récupérer par vague de 3-4 questions vos interrogations auxquelles nos intervenants répondront, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les heures se passent. Tout d'abord, dans l'ordre, je vais les présenter, ce sera aussi l'ordre des interventions. Donc, nous avons Jean-Philippe Béroux. Vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université de Bordeaux et actuellement chercheur au sein de l'ILAM et également maître de conférences en sciences économiques à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Et vos travaux s'inscrivent principalement dans le champ de l'économie du développement et s'intéressent notamment à l'économie informelle en Afrique subsaharienne. Votre approche pluridisciplinaire mêle analyse macro et micro, ainsi que méthodes quantitatives et qualitatives pour étudier par exemple le concept d'encastrement développé au sein de la nouvelle sociologie économique, ou pour analyser l'effet des réseaux sociaux sur les performances économiques, ou enfin pour évaluer la gestion des risques dans les pays du Sud, à la fois au niveau du pays, mais également au niveau des ménages. Au final, ce qui est intéressant de votre approche, c'est que vous n'hésitez pas à interroger la méthodologie d'enquête ainsi que l'analyse des données statistiques, ce qui reflète véritablement une approche réflexive et méthodologique dans vos travaux. Et nous avons la chance de vous entendre nous parler de la question de la croissance, de la pauvreté et des inégalités. Après cette intervention, nous donnerons la parole à Morten Gerven. J'espère que je prononce bien. Super. Vous êtes diplômé de la London School of Economics avec un doctorat en histoire de l'économie. Et vous êtes actuellement professeur agrégé au département d'études internationales de l'université Simon Fraser à Vancouver au Canada. Et vos travaux sont reconnus internationalement puisqu'ils sont particulièrement innovants dans le fait qu'ils portent, certes, sur le développement économique africain, mais en particulier sur les questions de la croissance économique et des statistiques du développement que vous décortiquez pour en comprendre la construction et montrer à quel point la question de la qualité des données est critique dans l'évaluation des performances économiques. Et de ce fait, votre intervention portera sur votre dernier ouvrage qui s'intitule Poor Numbers, How We Are Misled by African Development Statistics and What to Do About It. Pour la traduction en français, ça serait mauvais chiffres, comment nous sommes trompés par les statistiques du développement en Afrique et que faire pour y remédier. Livre qui a d'ailleurs relancé les débats sur la quantification en Afrique. Et enfin, Boris Samuel, vous aurez donc la dernière et pas des moindres intervention. Vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Institut d'études politiques de Paris, tout en ayant un parcours universitaire et professionnel marqué par les statistiques, puisque vous êtes également diplômé de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. Vous avez d'ailleurs travaillé pendant une dizaine d'années comme praticien de l'économie et de la statistique auprès de gouvernements et d'organisations internationales en Afrique. Actuellement, vous êtes résident à l'Institut d'études avancées de Nantes et chercheur associé au Centre d'études et de recherche internationale de série de Sciences Po. En marge de ça, vous enseignez également à la Paris School of International Affairs de Sciences Po, ainsi qu'à l'école de gouvernance et d'économie de Rabat, Université Mohamed VI au Maroc. Vos travaux de recherche analysent notamment les modes de gouvernement, la domination et les trajectoires politiques à partir des objets et pratiques de la statistique, de la macroéconomie et de la gestion des finances publiques. Donc, fort de toute cette expertise-là, vous nous parlerez des calculs de la croissance et de leur interaction avec les luttes sociales. Et sans plus attendre, pardonnez-moi, je donne la parole à Jean-Philippe Béroux. Merci. Il faut que je parle dans le micro, vous m'entendez bien comme ça ? Oui, c'est le micro. Dans le micro, c'est mieux ? Allez, micro. Bien. Bonsoir. Donc je remercie bien sûr les invités de m'avoir convié à discuter avec Morten et Boris de cette question de l'émergence et du miracle de la croissance en Afrique. Alors peut-être que la particularité de mon intervention sera justement d'être un peu à contre-pied de l'intitulé qui présente la croissance comme une fonction statistique, pour au contraire prendre les statistiques de croissance pour telles quelles, et chercher à partir de là à dire ce que nous racontent en fait ces statistiques de croissance sur ce qui se passe concrètement, pour faire référence un peu à ce qu'a évoqué Vincent sur les conditions de vie et à ce qu'il y a une transformation, un changement des conditions de vie des populations
qui accompagnent cette croissance économique. Donc la fiction dont je vais parler n'est pas la fiction des statistiques, je laisse ça à mes deux collègues qui sont bien mieux qualifiés que moi pour cet aspect-là. La fiction dont je vais parler, c'est plutôt la fiction effectivement d'une croissance et des transformations associées à la croissance économique en Afrique subsaharienne. Alors si on s'entend pour replacer le débat, la question de l'émergence de l'Afrique a beaucoup à voir avec la médiatisation sur les 10-15 dernières années de l'émergence, de la croissance effectivement qui avoisine les 4-5% et qui a été largement portée sur le devant de la scène par les médias et le secteur privé. On se rappelle de la une des Economist qui a 15 ans titrait The Hopeless Continent et 10 ans après, un peu 11 ans après, Africa Rising. Donc c'est ce qui s'est passé entre ces 11 ans en fait qu'on va interroger ici, sur lesquels on va réfléchir. Il ne faut pas oublier non plus, puisque l'intitulé de la conférence c'est Émergence, que la notion d'émergence ne vient pas du champ scientifique, mais du champ financier. Que les pays émergents étaient, avant d'être des pays émergents, des marchés émergents pour les investisseurs et pour les places financières. Et donc là aussi, c'est un peu la même chose. On a ce fameux rapport du cabinet d'études McKinsey qui a été largement médiatisé sur les progrès et le miracle de la croissance économique en Afrique subsaharienne. Alors, pour replacer ce miracle de la croissance en Afrique, dont on a vu également, il y a un papier qui a fait date de Young en 2012. Le point de départ, c'est effectivement de constater que selon les chiffres officiels, on a à peu près un taux de croissance moyen qui est de l'ordre de 4-5% effectivement sur les 15 dernières années. Ce que rajoute en plus Young dans son analyse, c'est qu'il dit que si je regarde la consommation, je m'aperçois que la consommation aussi augmente très nettement, le taux de croissance annuel de la consommation réelle, donc en biens durables, en termes de santé, en termes d'accès à l'éducation, au logement, augmente aussi en termes réels de 4% en moyenne par an, traduisant de fait, a priori, une amélioration moyenne des conditions de vie des populations. D'où ce graphique du cabinet McKinsey, plaçant effectivement la croissance de l'Afrique parmi celles les plus élevées du monde, juste derrière la croissance qu'on a dans les pays émergents d'Asie et d'Asie de l'Est. Alors évidemment, quand on parle de croissance et de moyenne de croissance, on sait, comme tout statisticien, que la moyenne en soi ne veut pas dire grand-chose, mais qu'il faut y associer l'écart type, ou la variance, la dispersion, et qu'il faut déjà commencer donc, par regarder un peu l'hétérogénéité de la situation entre les pays ou les régions qu'on peut observer. On sait qu'il n'y a pas une Afrique, mais des Afriques. Le deuxième élément qui me semble important aussi, c'est quel est l'horizon temporel. Est-ce qu'on prend la loupe pour regarder les 10 ans qui viennent de s'écouler, ou est-ce qu'on regarde un peu plus loin et comment on replace la croissance que l'on voit aujourd'hui dans une perspective de long terme. Alors là, je pense que Morten pourra largement compléter, parce que je m'arrêterai aux années 60, mais on sait que si on remonte encore plus loin, le paysage est évidemment encore plus contrasté. Alors rien qu'en regardant le taux de croissance du PIB, en reprenant la catégorisation du FMI, pays pétrolier, pays à revenus intermédiaires, à faible revenu, état fragile, on s'aperçoit qu'on peut avoir sur certaines périodes, si vous regardez entre 2000 et 2005, des écarts qui vont de 1 à 10 points de taux de croissance, ce qui est quand même pas négligeable, une forte hétérogénéité entre ici les pays pétroliers, qui ont vu des taux de croissance parfois supérieurs à 10%, et les états fragiles, qui ont parfois eu des périodes de récession. De la même façon, si on s'inscrit maintenant dans une perspective un peu plus longue, finalement ce qu'on observe dans ce miracle de la croissance en Afrique, il est à relativiser par rapport aux autres continents. La croissance du PIB par tête, c'est ce qu'on observe depuis 2000. Si vous la comparez à ce que connaît l'Asie de l'Est portée par la Chine, c'est vraiment tout relatif par rapport à la rapidité des transformations qu'on peut observer en Asie de l'Est notamment. Et de la même façon, même si on sort la Chine, et qu'on prend un ensemble de pays émergents tels que c'est fait ici, donc le Brésil, le Chili, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, Corée du Sud, Thaïlande, Vietnam, en regardant ce qui se passe depuis les années 70, on voit que pour ce groupe émergent, les Early Transformers, on a une augmentation, une multiplication par plus 5 du PIB par tête depuis les années 70, et une multiplication par moins de 2 du PIB par tête en Afrique subsaharienne. Et d'ailleurs, la forme du graphique ne laisse pas vraiment penser à une convergence, mais presque au contraire à un décrochage de l'Afrique vis-à-vis de ces pays dits émergents, de ces premiers émergents. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière ce phénomène également? Il y a un autre point qui est évidemment important, c'est qu'on entend beaucoup parler de sharing prosperity, croissance partagée. En tout état de cause, il y a un relatif consensus. Je dis relatif, je vais vous présenter quelques résultats divergents. Et dans l'ensemble, on est quand même assez d'accord pour dire que la pauvreté n'a pas tant que ça diminué et que c'est plutôt un échec sur le continent africain. Alors, je rappelle juste en une minute le cadre général de mesure de la pauvreté tel qu'elle se donne à voir dans les institutions internationales.
La mesure de la pauvreté, c'est toujours la combinaison ou le croisement entre une mesure du bien-être, qui charrie avec elle beaucoup d'enjeux théoriques et conceptuels, mais qui sont ramenés à deux approches, en fait, une approche monétaire basée sur la consommation, le revenu, que ce soit au niveau micro ou macro, et une approche non monétaire, renvoyant plutôt aux travaux d'Amartya Sen, par exemple, en termes d'accès plutôt à un certain nombre de services, et donc donnant lieu à des indicateurs de pauvreté multidimensionnelle, d'IDH par exemple. Et un seuil de pauvreté, là aussi celui-ci pouvant être relatif, ce qui est plutôt le cas dans les pays du Nord, comme la France, ou absolu, ce qui est plutôt le cas effectivement lorsqu'on étudie la pauvreté dans les pays en développement. Donc basé sur le fameux seuil 1,25 par exemple, étant la moyenne des lignes de pauvreté nationale à peu près d'un certain nombre de pays en développement. Donc basé sur une dimension nutritionnelle, calorique et alimentaire et non alimentaire. Et ensuite, il y a tout un tas de façons d'ailleurs de compter ensuite, de créer un agrégat. Soit vous comptez le nombre d'individus qui sont sous le seuil de pauvreté, soit vous faites la proportion, soit vous vous interrogez aussi de la façon dont ces individus sont plus ou moins loin du seuil de pauvreté. L'intensité, ce qu'on appelle l'intensité de la pauvreté, ou parfois l'inégalité de la pauvreté également. Et donc selon ce qu'on va reprendre comme mesure du bien-être, que ce soit monétaire ou non monétaire, et de seuil, on va pouvoir avoir des réalités un peu contrastées. Alors il y a un travail de Pinkowski et Salai-Martin qui défend l'idée que la pauvreté baisse drastiquement, beaucoup plus vite qu'on l'imagine, en Afrique subsaharienne. Donc vous voyez, elle serait passée, selon leurs travaux, de près de 45% en 1990 à un tout petit peu plus, 30% à la fin de la décennie 2000. Alors ça souffre de certains problèmes, les travaux de Pinkowski et Salai-Martin. D'abord, le revenu est mesuré par le PIB par habitant, donc une mesure macro du revenu. On sait que le PIB national n'est pas exactement la même chose que le revenu disponible des ménages. Entre le PIB et ce qui arrive dans les poches des ménages, il y a une différence notable. Ensuite, la question de l'inflation. Prenant le PIB comme indicateur de mesure du revenu, l'inflation est mesurée par ce qu'on appelle un déflateur du PIB, qui grosso modo, pour aller vite, conduit à ce que les importations ne soient pas prises en compte. Et donc l'inflation prix des importations n'est pas considérée là-dedans, ce qui est relativement problématique. Ensuite, il se focalise sur un seuil de pauvreté à 1 $. Pourquoi 1 $? Pourquoi pas 1,25 ou 2 $? Évidemment, c'est beaucoup plus facile de montrer des progrès sur le seuil de 1 $ qu'avec 1,25 ou 2 $ par exemple. Et enfin, ils ont très peu de données réelles en fait. Ils font beaucoup d'interpolations et ils sont assez silencieux sur le peu de points réels d'enquête dont ils disposent. Un contrepoint, c'est les travaux de Ravalion et Chen, qui ont moins le mérite d'être beaucoup plus honnêtes sur ce dont ils disposent comme données et d'être un peu plus complets sur la façon de mesurer la pauvreté. C'est des données d'enquête ménage, 850 enquêtes sur les questions de vie des ménages sur 125 pays. Ça couvre à peu près 90% de la population des pays à faible revenu et intermédiaire. Ils reconnaissent que pour l'Afrique subsaharienne, il y a très peu d'enquêtes. Sur les 48 pays, on en a 10 qui n'ont rien depuis 1995. Et ensuite, on a seulement 18 pour lesquels on a plus d'une enquête, et 30 autres, en fait, soit on n'a rien, soit on a moins, juste une enquête, pas plus, depuis 1995. Ils sont assez honnêtes. Donc l'avantage de leur travail, c'est que donc la ligne de pauvreté à 1,25 est convertie en pouvoir d'achat local, donc est adaptée à chaque situation nationale. Et eux sont beaucoup plus prudents. Sur le seuil à 1,25, on s'aperçoit que finalement, on revient juste à la situation des années 80, et tout récemment. Donc on est toujours à près de 48%, 49% d'individus vivant sous le seuil de pauvreté à 1,25. Et le pissage est encore plus contrasté si on passe au seuil de 2 $, où pour le coup, certes, en proportion, il y a un progrès léger. On est à 69,2% aujourd'hui en 2008, contre 72% en 81. Mais en nombre, compte tenu de la croissance démographique, le nombre de personnes vivant sous le seuil de 2 $, lui, continue d'augmenter. Il n'a pas diminué. Donc ça donne un portrait beaucoup plus relatif sur ce qui se passe derrière la croissance économique et qui interroge nécessairement sur l'articulation entre croissance et pauvreté. Et nécessairement, lorsque la croissance ne réduit pas la pauvreté, c'est qu'on doit intégrer dans le triangle la question des inégalités. Alors j'avais quelque chose sur la pauvreté multidimensionnelle aussi. Il me reste combien de temps? Il faut que j'aille un peu plus vite. Oui? Il me reste 10 minutes? Oui, mais j'ai beaucoup de choses encore. C'est toi qui hiérarchise. Oui, sur la pauvreté multidimensionnelle, on a à peu près le même constat sur le continent africain est celui qui a la plus forte incidence, la plus forte proportion de population vivant étant multidimensionnellement pauvre, mais on pourra revenir là-dessus. Donc que ce soit sur le plan monétaire ou non monétaire, les constats sont plutôt partagés. Donc il faut donc intégrer la question des inégalités dans ce triangle, croissance, pauvreté, inégalité.
Finalement, la question centrale n'est pas tant la relation croissance-pauvreté que la relation croissance-redistribution-inégalité, ou inversement, inégalité-croissance. Moi, j'insisterai plutôt sur le premier sens de la flèche, croissance, et pourquoi est-ce que la croissance n'est pas si redistributive que ça, et elle n'est pas partagée. Je donnerai quelques éléments pour terminer sur le lien inverse. Et d'abord, il faut partir par le constat, qu'en est-il des inégalités, sur le plan des inégalités en Afrique subsaharienne. On souffre du fait qu'on n'a pas beaucoup de données pour mesurer les inégalités, ça clairement, on a très peu de données. Alors, Chen et Ravalion, avec leurs données d'enquête et ce qu'ils ont, arrivent à produire quelques résultats, et on est quand même assez entendu que derrière l'imagerie voilà, un peu à rebours de l'image de la solidarité et des processus de solidarité communautaire, c'est loin d'atteindre l'efficacité de systèmes redistributifs de protection sociale qu'on peut avoir dans les pays européens, par exemple. Et donc l'Afrique subsaharienne reste un continent très inégalitaire, juste derrière l'Amérique latine. Enfin, juste. Un niveau important de différence. Là, vous avez un indicateur qui est l'écart moyen, le log de l'écart moyen au revenu, qui donne une mesure de l'inégalité en plaçant l'Afrique subsaharienne comme l'un des continents donc les plus inégalitaires. Alors, il y a d'autres travaux qui vont aussi dans ce sens. Si on a des mesures d'inégalité à partir d'indices non monétaires, comme celui de l'IDH, on sait que les Nations Unies ont entamé il y a quelques années une réflexion sur un calcul de l'IDH qui ne serait pas un calcul de l'IDH national, mais un calcul de l'IDH par catégorie de revenus, pour le quintile le plus pauvre, les 25% les plus pauvres, les 25% ensuite, les 25% les plus riches. Donc on s'aperçoit souvent qu'en fait les progrès de développement humain sont situés en haut de la distribution des revenus, parmi les 25% les plus riches. Donc ils ont créé un indicateur qui corrige en fait l'IDH classique de ces inégalités-là. Donc si vous regardez la carte, alors déjà en termes d'IDH, l'Afrique n'est pas à des niveaux d'IDH plutôt faibles, mais si vous le corrigez des inégalités, c'est encore pire. Traduisant donc le fait que les progrès de développement humain qu'on observe sont en fait très très localisés dans le haut de la distribution des revenus au sein des populations d'Afrique subsaharienne. Alors pourquoi la croissance ne génère-t-elle pas de progrès sur le plan du développement humain et de la réduction de la pauvreté? Pour comprendre les déterminants de la croissance, on a deux façons de les étudier en économie. Les déterminants conjoncturels de la croissance, qui vont nous renvoyer plus à la question du solde extérieur, conjoncturel, et à des déterminants plutôt intérieurs, portés par l'investissement ou la consommation, par exemple, consommation privée et publique, investissement privé et public. Là, clairement, effectivement, on sait qu'il y a une amélioration des termes de l'échange depuis le début des années 2000 avec l'envolée du prix des matières premières, et que ça a fortement contribué à participer à cette envolée de la croissance en Afrique subsaharienne. Et on l'a vu tout à l'heure que pour les pays qui étaient exportateurs de pétrole, c'est extrêmement marqué la hausse de la croissance. Alors la question qui divise un peu, c'est est-ce qu'il y a des relais intérieurs? Est-ce qu'on observe en ce moment, d'ailleurs parce que le prix du pétrole diminue, parce que le prix d'un ensemble de matières premières diminue, est-ce qu'on observe des relais intérieurs? Alors là, il y a plusieurs positionnements, et donc certains avancent par exemple que, enfin, on a la preuve que les programmes d'ajustement structurel ont fonctionné, puisqu'on a des situations budgétaires extrêmement saines et des États qui sont en mesure de faire de la relance maintenant. Après la crise de 2008, vous avez à peu près un tiers des États africains qui ont fait de la relance budgétaire contracyclique type keynésienne pour soutenir la consommation nationale. Alors est-ce que c'est l'effet des passes ou est-ce que c'est l'effet des réductions de dette et des annulations de dette précédentes et des réserves de change engrangées par l'explosion des matières premières? Évidemment, c'est largement discutable. Mais effectivement, on va s'apercevoir qu'il y a quelques relais. Le rapport de la Commission économique sur l'Afrique, là, sur les dernières années, de 2014, montre en effet qu'après le ralentissement des exportations dues à la crise en Europe et à la crise au Nord, après 2008, ce n'est plus le solde extérieur qui tire la croissance, mais bien la consommation publique, la consommation privée et même l'investissement intérieur, notamment donc une forte part de la consommation privée. Donc là, vous avez tous les arguments derrière sur l'émergence de la classe moyenne, en fait. Alors, voilà la classe moyenne qui consomme et qui devient un moteur de la croissance en Afrique subsaharienne. Alors il faut après bien évidemment s'interroger sur où part cette consommation. Et cette consommation part essentiellement, pour beaucoup, vers de la consommation de services, dans des services financiers par exemple, dans les transports, la communication, qui tirent du coup un certain nombre de secteurs, mais le secteur des services. Ça nous renvoie maintenant du coup aux fondamentaux de long terme. Une fois la question du court terme mise de côté, la croissance n'est pas qu'une question conjoncturelle, c'est évidemment une question structurelle de long terme. Les fondamentaux de long terme en économie sur la croissance renvoient plutôt à des questions, d'une part, de croissance démographique, de la population active, d'autre part, des questions de productivité, de progrès technique, par exemple. Aussi, les questions de long terme renvoient à des choses relatives à
l'insertion internationale, les modalités de l'insertion internationale. Est-ce qu'on se diversifie? Est-ce qu'on monte dans les chaînes de valeur au niveau international? Aux questions institutionnelles et aux déterminants géographiques également. Alors pour mon point de vue, et je détourne un peu un papier qui ne traite pas directement de ça, en tout cas qui ne parle pas directement de ça, je reprends le titre, en tout cas les conclusions d'un article de Arbach et Page, Hunting for Leopards, Chaos without Change. Finalement, ce qu'on aperçoit, c'est peut-être plus un chaos conjoncturel qu'un vrai changement structurel du modèle de croissance. Alors eux, ils essayent d'identifier des léopards, ils en trouvent peu, finalement. Les pays riches d'aujourd'hui d'Afrique subsaharienne sont ceux d'avant, et qu'il y a peu de phénomènes de transition entre les clubs de croissance en Afrique subsaharienne. Par exemple, on sait que bon, les 5 pays qui concentrent 75% de la richesse en Afrique subsaharienne, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria, c'est l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. Il n'y a pas vraiment de grands changements en termes de concentration des richesses. On a cette typologie proposée par le cabinet, j'ai perdu son nom, McKinsey, c'est ça. Alors c'est très intéressant parce que là on a vraiment le visuel de l'émergence. Les émergences qui sont ceux en haut à droite et qui vont vers le cadre haut et droit, en haut à droite du graphique. Et donc si vous regardez qui on voit en haut à droite, finalement voilà, on retrouve l'Égypte, on retrouve l'Afrique du Sud, on retrouve la Tunisie, le Maroc, l'île Maurice, des pays qui sont là depuis en fait un petit moment, c'est pas vraiment nouveau. Donc ce qui pour eux constitue la bonne nouvelle, c'est un peu ce qu'on voit en transition. Moi ce qui m'intéresse plus, c'est comment est-ce que ce graphique-là, vous voyez, croise d'un côté montant des exportations, et puis en abscisse la diversification économique. Alors McKinsey considère la diversification économique à partir d'un indicateur qui est la part du secteur manufacturier et des services dans le PIB. Alors c'est assez problématique parce que quand on regarde les travaux sur l'émergence, il y a un relatif consensus pour dire que l'émergence c'est surtout une affaire d'industrialisation, le secteur manufacturier, de montée en gamme, de diversification dans le secteur manufacturier. Et donc, ce qu'on observe derrière le phénomène d'émergence qu'on a là à l'œuvre sous les yeux en Afrique subsaharienne, c'est surtout porté par une mobilité entre le secteur de l'agriculture et le secteur des services. Or, il n'est pas certain qu'on puisse considérer que les possibilités de progrès de productivité dans les services soient suffisantes pour avoir une croissance soutenable. Tout un débat, mais en l'occurrence, ce qu'on observe, c'est bien ça. Donc il y a peu de diversification sur le plan du secteur manufacturier. Or, si la Chine a réduit de temps près de plus de moitié sa pauvreté, c'est parce qu'elle a une industrie qui a embauché beaucoup de monde et qui a permis d'avoir des revenus sortant de la population de la pauvreté. Et si justement on se place sur le côté de l'industrie manufacturière, qu'est-ce qui se passe en termes d'exportation et de poids de l'Afrique subsaharienne dans la valeur ajoutée manufacturière mondiale, le paysage est un peu moins reluisant. En abscisse, vous avez la part du secteur manufacturier dans le PIB. La taille du cercle donne le poids dans la valeur ajoutée manufacturière au niveau mondial. Par contre, en ordonnée, vous avez l'évolution en termes de complexité technologique, de produits de plus en plus complexes. Bon, l'Afrique perd, son secteur manufacturier diminue. Le poids du secteur manufacturier dans le PIB a plutôt tendance à diminuer. La seule chose qui est un peu intéressante, c'est qu'il y a une petite montée en gamme, qui est souvent liée à des questions de début de transformation de certaines ressources minières et pétrolières. Alors, peut-être pour il me reste un peu de temps là. 2 minutes, ok. 3 minutes, ok. Il y a des travaux en cours qui portent sur, essayent de développer une approche sur le potentiel de diversification d'une économie. Alors ça m'intéresse parce que c'est basé sur une méthodologie de réseau. Que l'idée c'est donc de créer le réseau mondial de toutes les marchandises. 2 marchandises ont un lien entre elles dès lors qu'elles finalement elles utilisent les mêmes facteurs de production, à peu près, pour aller vite. On comprend par exemple que lorsque quand vous êtes au centre du réseau, on est sur des produits électroniques. Si vous êtes capable de faire un clavier, vous êtes capable de faire une souris. Et puis après, très vite, vous serez sûrement capable de faire quelque chose de plus complexe sur l'unité centrale ou l'écran. Si vous faites du pétrole tout en haut, là, c'est un peu plus compliqué de passer à faire de l'automobile ou faire du produit électronique. Donc ça, la distance entre les points marque la distance en termes de capacité à réallouer les facteurs de production d'un secteur à un autre. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont donc placer les pays en fonction de ce qu'ils exportent sur cette carte-là. Et donc on va s'apercevoir que, par exemple ici, entre les années 60 et 2007, l'Asie de l'Est, effectivement, tous les pays en développement, dans les années 60, étaient effectivement à la périphérie du réseau.
L'Asie de l'Est, vous avez quand même une densification, une massification vers le centre du réseau. Donc vers des produits de plus en plus complexes et qui permettent très facilement de passer d'un secteur à un autre. L'Afrique subsaharienne, c'est pas tout à fait le cas. Vous regardez le graphique, il y a très peu de points noirs. Donc les points noirs, c'est ça les produits exportés. Il y a très peu de points noirs qui se rapprochent du centre et surtout pas très peu de densification. Si vous regardez diviser les pays d'Afrique subsaharienne entre ceux qui sont intensifs en ressources naturelles, les pays enclavés et les pays de la côte, les pays côtiers, vous avez seulement les pays côtiers qui traduisent effectivement une sorte de possibilité de potentiel de diversification avec de plus en plus de produits exportés, se situant effectivement vers le cœur du réseau, vers des produits un peu plus complexes. Si vous enlevez l'Afrique du Sud des pays côtiers, vous n'avez plus ça. C'est essentiellement l'Afrique du Sud qu'on voit sur ce graphique-là en termes de diversification. Donc le potentiel de diversification des économies africaines est extrêmement faible à l'heure actuelle. Et ça, c'est assez problématique parce que ça veut dire que les questions de malédiction des ressources naturelles sont encore prégnantes et que pour un bon moment, la plupart des pays exporteront à plus de 70% des ressources naturelles encore. Donc ça suppose inévitablement des changements institutionnels et donc des réformes politiques, des solutions innovantes sur le plan politique. Il n'y a pas forcément de malédiction, on a des exemples de succès, même le Botswana est quand même un exemple de bonne gestion de la rente, et pour nous la Norvège aussi. Et peut-être que ce qui se passe au Ghana en ce moment d'ailleurs est aussi une bonne illustration de la façon dont on peut gérer efficacement la rente. Nécessairement ça appelle des changements institutionnels, et c'est là que je termine en renversant la flèche sur l'articulation cette fois-ci entre redistribution et croissance. Les inégalités ne sont pas forcément favorables à l'émergence de réformes institutionnelles. Ou alors dans des conditions plus chaotiques ou plus révolutionnaires, tel qu'on a pu le voir avec le printemps arabe ou la révolution du Guili au Burkina maintenant. Donc là, voilà, on rentre dans quelle mesure les inégalités de revenus ne sont pas propices au maintien effectivement du clientélisme et donc à des difficultés de transformation institutionnelle. Il y a beaucoup d'autres chaînons entre inégalités et modèles de croissance qui sont plus économiques, qu'on pourra développer dans la discussion, qui peuvent poser problème. Mais je m'arrête à celui-là parce que c'est celui qui a été évoqué notamment dans un rapport d'Oxfam l'année dernière sur inégalité et confiscation politique. Voilà, je vais faire un peu je m'arrêterai là. Un mot en conclusion. J'aurais pas dû mettre ça en fait parce que finalement c'est pas vraiment ce que je vais dire en conclusion. Même si effectivement mon but n'était pas vraiment de ternir l'afro-optimisme, mais vraiment juste plutôt d'être sceptique, plus que pessimiste sur ce qui se passe. Et pour terminer, j'ai un peu l'impression finalement avec ce que je viens de raconter, que la fiction que j'ai racontée est finalement la fiction selon laquelle croissance égale développement. Et c'est assez paradoxal, parce que c'est pour un économie de développement, les fondateurs ont construit la pensée d'économie de développement justement sur la distinction radicale entre croissance et développement. Et finalement, on y revient finalement un petit peu aujourd'hui, après des décennies de régression de croissance, à cette idée qu'il faudrait peut-être revenir à faire du développement plutôt que de la croissance. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Du coup, j'appelle Morten à la barre. Thank you. I will be speaking English. That's okay. Poor numbers, how we're misled by African development statistics and what to do about it. It's the topic of my 20 minutes here. It's also the title of my book published in 2013. It might seem to you that a topic of dissecting statistics and so forth might be very boring and unimportant, but I'll convince you that it's no such thing. Among other things, the director of statistics in Zambia did not find it boring at all. Indeed, he said, it is clear from the asymmetrical information that he had collected that Mr. Jervin, that's me, had some hidden agenda, which leads us to conclude that he was probably a hired gun, meant to discredit African national accountants and eventually create more work and room for more European-based technical assistance missions. I think I'm humbled. I must say he gives me much too credit. The African national statistics in Zambia was in disarray way before I arrived at the scene.
This is the book. In the book I talk first about a knowledge problem, which is what I'm going to be talking about now. Behind all these patterns and curves and groupings of countries, how can we know about the rate of growth being 2%, 5% or 10% over the past 5 years? How do we know whether Ivory Coast is richer or poorer than Nigeria measured per capita? Do we know, and so forth? That's the knowledge problem. In the book I also describe the history of these statistical offices from the colonial period and onwards. And I also talk about, show some numbers where I show it's not small measurement problems we're talking about here. And it's not only on growth, there's also stuff like crop statistic, agricultural statistic, population counting, where the total size of the Nigerian population, which may or may not go to elections in this year, will be plus minus 15 million, comparing who you're talking about, of the 160. And then in the book I also, of course, discuss some of the more current challenges and things that could be done to get better information. But today I'm going to be quite pessimistic and talk about a knowledge problem. The symptom of a knowledge problem became clear for everyone to see when on the 5th of November 2010, Ghana Statistical Services announced that its GDP for the year 2010 was revised up to 45 billion cedi. And that compared to GDP as measured the day before of 26 billion cedi. So Ghanaians woke up and had found themselves previously been on $600 per capita. We're now at $1,100 per capita. And they used to be ranked as a poor country and thus eligible for concessional lending from the World Bank. On the 5th of November, they were a graduate middle-income country. Undoubtedly, this is good news. Ghana is richer than we thought. But there is a type of a knowledge problem that appears. And exactly how big that knowledge problem became very clear for how this news spread in the academic community. Todd Moss, Central Africa thinker at the Center of Global Development, exclaimed on his blog pages, "Boy, we really don't know anything." And before he went on to observe correctly that Ghana was perhaps the most closely watched economy in the African continent, in contrast maybe some others, but up there. How can this pass unnoticed under our noses? UNDP in Ghana, on their hand, rejected this upwards revision and said this is a statistical illusion. All the other numbers we work with, social indicators and so forth, did not change overnight. Meanwhile, Shantanu Rajan, then chief economist at the World Bank for the African region, declared Africa's statistical tragedy. Very much on his home behalf, we might say that some of the tragedy is that he didn't know how little he knew about the continent's state of statistics. And as you might have followed, recent news has also shown that Africa might be much richer than we think. Nigeria announced new GDP figures in April in 2014. And Nigeria's GDP almost doubled. Nigeria's GDP also overtook South Africa, so it's the now newest, biggest economy and so forth like that. In 2012, after when talking about the Ghana revision, I was asked just how much did I think that the Nigerian GDP was understated at that time. I at that time guessed that there was about 40 Malawis unaccounted for inside of Nigeria. I got that wrong. It turned out there were 58. So that's the kind of knowledge problems and additions we need to think about, and that should put some kind of security about 2%, 5%, 7% growth, and also poverty line into some kind of perspective. So that's Ghana, that's Nigeria. How then about these other countries, which we haven't heard much news from? At least about statistical news. World Bank data, if you download it, it looks very nice and tidy. You have a
GDP data every year from 1960 to 2013, readily downloadable, and you can compare Ivory Coast to Ghana to Senegal and do these long-term trends and so forth. But where do they get their numbers from? Because I know, and many other people will know as well, that some countries have not yet published numbers. So how do they populate the database? What does the World Bank do when they now draw the line between 1990 and 2010 for Ghana? Do they just update, do they make them richer in 1990 as well, and so forth like that? So in short, where do they get their databases? Where do they get their numbers from? Well, they get them from statistical offices. So just like a good historian, a good journalist, you have to ask yourself, using these GDP numbers, you have to ask yourself, who made this observation? Under what conditions was the observation made? Was there anything that could have constrained the person doing that observation? And is there any chance that the observation might be biased? Just like you would do treating evidence in court, you should also do that in your research papers. So here's even, you might see here is the informal sector as well in front of the statistical office. I was conducting my interviews here with the head of macroeconomic statistics, and I used to buy my lunch here, peanuts from the peanut and banana saleswoman. I asked Duncan when he was doing his revisions when I was visiting in 2011 whether she was counted in the national accounts. He told me it's just peanuts. But it turns out when you do add them together, they do make a difference. Here we have the latest survey in Abuja, still being, when I was visiting there in 2011, still busily trying to put it together. And as we see, when they did the new numbers, they got much richer. So in order to understand how this could happen, how can GDP just double overnight, we need to actually do a little bit of work about how they actually put together GDP. So how is GDP measured? Well, in short, it is either the sum of all expenditures, private, government, and in investment, export plus minus imports, or it's the total sum of all incomes. That means wages plus profits plus rents, or it is the sum of everything produced in agriculture, in manufacturing, and so forth. That's the system of national accounts. In theory. In practice, the data availability constrains the national accountants in Ghana and Nigeria and elsewhere, which means that you don't have personal income data on a regular basis, so you need to use proxies or get it by residual basis. To get data on income is a non-starter, so what you do is that you start adding together the sectors. So then you start with your agriculture, what do I know? And you add up everything you know about agriculture, manufacture, and so forth, trying to get some idea of marketed output in each of these sectors, and you take out value added, and voila, you have GDP down here as the sum. Now you might think, like you would do it in Norway and Canada and so forth like that, is that when you do it in 1994, you just do that sum again and compare to it previously, and so that they're independently reached. However, because of very little data availability, it is only done that you do from year to year growth. You use proxies, all the ways of guessing, substitutes for data, and so forth. So that, for instance, you don't have annual data on construction, so there you use imports of cement, perhaps. You don't have data on retail, wholesale communication, so you say, okay, let's think it grows at a fraction of our agricultural production. In agricultural production, you don't have data on food production. So then, therefore, you use some trends and some observed agricultural crops and so forth like that. Last time Ghana had done this calculation, a base year, a benchmark year, was in 1993. In 2010, they changed that base year to 2006. Yeah. So what turned out to be okay is that they were guessing more or less okay in 1994, 95, 96, maybe 99. It got kind of out of order. 2010, they were simply just guessing, and when they made up a new sum, they found that they missed about half of the economy in the meantime. That's what's going on here. But going then back to the World Bank,
how do they deal with this when there are countries that don't have data? How do they draw the gaps together? How do they smoothen things out and so forth? And that's, since 2007, I've been harassing the bank and the World Bank Data Bank for this, trying to get, I want your data, I want to find out what you're doing and putting it together. This was also earlier. In the earlier period, the World Bank was not that committed to open data, which it is more committed to now. Then when I asked, how do you draw the line between these different benchmark years and so forth, and what do you do when there is missing data? Then they refer me back to the manual, and they have a gap filling method, which is called the gap filling method. It fills gaps, this method. That's what it does. And it's used with some discretion. Sometimes you might use a regression line. Sometimes you might make a phone call to the IMF resident representative and say 5%, 6%, 7%, okay, 7, let's say 7. And boom, and then done with it. Or, for instance, if you are Somalia, you might do the average of Sudan and Kenya. Yeah, it depends on what kind of indicator you're looking at and so forth. That's gap filling. Still, I wanted to see the raw data to see if I could fill gaps differently and how that would affect things and so forth like that. To that, I got the answer that raw data provided to us by national statistical agencies are not available for external users, and only a handful of people at the World Bank have access to it. And they told me, you may want to visit national statistical offices directly, which I filed very firmly under the easier said than done type of thing. But I did my best, and since between 2007 and 2010 I visited statistical offices in Ghana, Nigeria, Uganda, Kenya, Tanzania, Zambia, Botswana and Malawi, and also did a survey of Burundi, Cameroon, Cape Verde, Guinea, Lesotho, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Namibia, Mozambique, Niger, Senegal, Seychelles and South Africa. And on the basis of this I did, for instance, in the book present the first ever type of effort of trying to assess the different kind of validity of the estimates. So validity is I take to mean whether the measures are correct or not, yeah, and whether they have equal measuring capabilities. So can you compare Ghana and Nigeria? Yeah, can you compare? Do they measure the weights correctly? So one way of thinking about this then is, for instance, is to look at base years. So here's the base years, and we know that in Ghana, the base year just changed from 1993 to 2006. So they are now on a 2006 base year. Whereas others, such as when I did the research for this book, Nigeria was still on a 1990 base year, yeah? So at that time, it was almost a quarter of a century since we had updated GDP data from what is now the biggest economy in Sub-Saharan. There's a big variation. Some has, within the last decade. Others have not measured their economy properly for 2 or 3 decades. Yeah, there's big variation. Another type of interesting thing is when did they last prepare an estimate? So we see here in Equatorial Guinea last, for instance, did their estimate in 2000, so there's a decade of gap. The average gap is 3 years between when they produce numbers. So in the meantime, we're relying on IMF representatives' projections for growth. So where forecast becomes estimates kind of terrain. There is also interesting to see that if you do the last available estimate and compare it to what is reported at the National Statistical Office versus what is in the database, there is also a difference. So that Burundi claims to be 30% richer than what the World Bank reports them to be, whereas Guinea-Bissau reports themselves to be 40% poorer. That's one snapshot across time, and of course that kind of validity picture changes. What then about reliability? So reliability is whether not validity is different from validity in that let's assume that we have some mismeasurement any time, but does it change over time? So can we compare, if we cannot compare GDP across space, can we compare it across time? Well then, in order to understand that, you need to dig into a history of statistical capacity. So
what have these statistical offices been able to collect over time? I approach statistics as not so much as facts, but rather as products. And through the statistical record, we can see a footprint of the state and what its concerns are and what it has been occupied with. So that, for instance, in colonial early statistical offices, were mainly just recording what the government did and imports and exports, and absolutely nothing on the agricultural sector in British colonial Africa. That is very little. And so that, for instance, in Uganda, some of these legacies remain with us today. So that, for instance, in Uganda, they collect trade statistics in Mombasa. And that's a problem if you know where Mombasa is, because Mombasa is in Kenya. And why is that? Well, if you run the East African statistical community, then it made sense at that point, because for the colonial administrator, anything of importance had to go through Mombasa by definition. But when the statistical office in 2010 saw that the world market was crashing and exports were going down very much through Mombasa, still they couldn't, so their economy wasn't declining according to statistics, but outside of their window it seemed to be vibrant. They did then send two statisticians to the border with Sudan and find out that they trade more with Juba than they do through Mombasa. So sometimes you have things that are not getting counted and so forth. I will not go through the whole history of statistical capacity. I will just point out one thing is that in the early period you have richer and more regular administrative data based on the fact that states were doing more things. You have the lost decades, as they're called, the 1980s and 1990s, which was of course a shock to the economy, but also an incredible shock to the administrative capacity and to a crisis for the statistical offices. When I went to the statistical office in Zambia, where I'm as a hired gun, of course, and when I went there to do my research, I found that in the 80s and 90s, we're really talking about lost decades. Absolutely no publications done by the statistical offices there, a dearth. Whereas today you have more emphasis towards poverty data and Millennium Development Goals. When I went to the statistical office in 2007 in Zambia, there were 3 people working in the National Accounts Division. When I went back in 2010, there was 1 person doing the National Accounts price statistics and labor statistics, 1 person alone. And when the book was published, I write about Zambia in the preface, he wrote me an email and said, I guess I am the one you write about in the preface. I just wanted to let you know that I have quit my job. So now I don't know exactly how they put it together, but they have apparently managed to rebase there as well. And now Zambia is also 40% richer than they used to be. So statistical capacity is weak in many areas and very uneven. Benchmark for GDP, according to the IMF, it should change your base year every 5th year. There is 4 countries that are able to do that currently. Remind yourself that Ghana was the big news. It's still now in 2006 base year, so that's already, next year it's 10 years old. And many have a quarter of the continent have 2 decades or older base years. When it's also talked about monetary poverty, as Jean-Philippe as well mentioned, there is a very uneven coverage. So there is also, one should worry about the fact that some of the countries are never surveyed, and that's not accidental. There is a reason why you cannot. Very often it is places like Democratic Republic of Congo, and there is a reason why it has been hard to do a survey there. And there's only 11 countries surveyed 4 times or more, so that when Salah Martin and Pikovsky draw that very steep reduction in poverty, that's basically being run by Ghana, Tanzania, Ivory Coast, and Senegal. That's the main observations in poverty data. We have very little information on other countries. On agriculture, only half has had a survey or census of their agricultural sector in the past 2 decades. Informal sector, again, only half. Implications for the growth evidence. With the very uneven application of methods and statistical material, any ranking of African countries according to GDP is going to be misleading.
given the uneven use of methods and data. Any statement of growth over a short or medium term is likely to be affected, and particularly that's not only is the data unreliable and sometimes also politically manipulated, such as in Ethiopia, for instance, where there is very, very high growth rates which are not credible. But there is also the problem of very different data in different databases. So that in the World Bank might report some kind of growth, IMF report another, a National Statistical Office yet another, and so forth. So that we are also working with different type of data sets. Some of the data sets you can download there have the new data on Nigeria, some of them still have the old ones. And because of that kind of lag in reporting, particularly from the statistical offices, there is bigger discrepancy like this, which you don't find, for instance, for Europe to the same degree. Very recent growth data likely to be overestimated, either because you're trying to catch up with the old base year, or because you as a statistician knows that there is a lot of unaccounted economy out there, whereas GDP per capita of many countries now are underestimated. So to conclude, numbers matter. I think that any evaluation of Africa's development, let alone Africa's rise, must begin and end with a very careful evaluation of the growth and income evidence. Without such analysis, one runs the risk of reporting statistical fiction. Numbers need to be engaged critically, and there is no that kind of distinction between soft observations, qualitative judgment, and so forth, and hard numbers does not apply. We're talking about poor numbers, soft numbers. And what is very important, I think, is to note that our knowledge problem is doubly biased. So we know less about poor economies, and we know less about the poor people who live in those economies. And that's quite important if you are interested in collecting these statistics, particularly to report on the condition of the poor people. So to conclude, poor numbers are too important to be dismissed as just that. Thank you. Thank you very much, Martin. Et maintenant, on re-switch au français pour la dernière présentation, celle de Boris Samuel. Merci. Je l'annonce pas pour le moment. Ça va? Non, mais je l'annonce pas après. Ok. Bonjour et merci beaucoup. Et merci beaucoup de m'avoir invité à parler ce soir. Vous m'entendez pas? Hop. Est-ce qu'il est peut-être débranché? Non. Mais par contre, je vais le minimiser pour l'instant parce que ce sera juste une image. Hop. Voilà. Alors, merci beaucoup de cette invitation, et cette invitation en même temps avait un caractère un peu empoisonné parce que Vincent m'a demandé de vous exposer quelque chose qui n'est pas le cœur de mon travail, c'est-à-dire de travailler, de parler de la dimension populaire de la croissance et de parler d'un thème que je travaille beaucoup moi, qui est la macroéconomie populaire, et donc à propos de la croissance, sachant que moi je le développe habituellement à propos des prix. Alors pourquoi à propos des prix? Parce que les prix sont à la lisière entre la macroéconomie, le commercial, les dimensions donc vraiment d'affaires, éventuellement de la lutte sociale aussi à travers les luttes contre la vie chère, etc. Donc on peut travailler les prix comme un objet à la fois macroéconomique et populaire. Alors sur la croissance, la question est quand même moins évidente, même si le sujet est évidemment très intéressant. Alors je vais jouer le jeu et tenter de donner des éléments de réponse pour essayer de penser que la croissance est un répertoire politique qui est aux mains d'une pluralité d'acteurs et qui s'insère dans l'exercice du pouvoir, d'une part, mais aussi dans la lutte sociale et politique et dans la contestation. Donc je vais donner des petits éléments pour essayer de penser ça, en espérant que mon propos sera cohérent et un peu qui tiendra debout. Mais enfin, c'est assez exploratoire, donc je m'excuse d'avance. Alors, quelques points d'appui théoriques d'abord. Alors, d'une part, je voudrais, au-delà de la dimension africaine,
dire que toute la question du fait que les objets économiques donnent forme aux rapports sociaux et contribuent à construire les rapports sociaux, c'est évidemment au cœur de toute la sociologie économique. Et il y a notamment un certain nombre de travaux qui disent que la manière de penser l'économie et la manière de la mesurer aussi, en fait, contribue à véritablement façonner les rapports sociaux, donc notamment en disant... je ne m'étends pas là-dessus, mais c'est la théorie de la performativité, c'est-à-dire qu'une théorie économique se réalise parce qu'elle est pensée en fonction d'un certain nombre de principes. Alors, sur l'Afrique, un certain nombre de travaux ont été faits qui permettent de penser le lien entre les théories économiques et la réalité sociale. Il y a un certain nombre de travaux fondateurs. Les travaux de Timothy Mitchell ont par exemple montré la construction historique d'une image de l'économie naturalisée. En l'occurrence, il travaille sur l'Égypte, en montrant par exemple comment l'image de l'économie égyptienne se construit autour d'un paysan pauvre, d'une certaine géographie économique, et une géographie qui est assez largement illusoire. James Ferguson aussi, dans Anti-Politics Machine, c'est pas ce qu'on cite en général de lui, mais il montre comment la mise en nombre et la mise en mots de l'économie s'insèrent dans le politiquement pensable, dans le champ du politiquement pensable. Et les travaux, je ne vais pas citer énormément de choses, mais les travaux de Béatrice Sibou sur la Tunisie dépassent un peu ces analyses en montrant comment le discours économique contribue à la fois à faire émerger l'idée d'un miracle économique, et en même temps, ce miracle économique est disséminé dans des rapports sociaux de multiples natures, à la fois dans la manière dont les journalistes écrivent leurs articles, dont des gens du parti peuvent écrire leur discours, etc. Donc, elle montre que le discours économique est aussi un mode de domination. Bref, dans ce que j'ai dit là, il y a essentiellement un lien entre le discours économique et les formes de la domination. Alors, ce que je voudrais poser par rapport à ça, c'est finalement, dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler de la croissance économique et de ses modes de calcul comme étant à la source des modes de formation des sujets politiques, mais aussi... donc à la fois pour penser l'exercice du pouvoir, mais aussi pour penser la contestation. Et dans ce que je viens de vous décrire, c'est relativement peu fait. Alors je ne peux pas continuer juste sans mentionner une chose. Tout ce travail sur la macroéconomie populaire, il fait aussi référence aux travaux de Jane Geyer, qui donc travaille beaucoup sur les calculs de l'économie populaire, mais elle travaille sur les marchés, elle travaille dans les situations quotidiennes, et en fait elle considère la technocratie économique comme un petit peu disjointe, ce qui fait la différence avec ce dont je vais vous parler. Mon idée, c'est de parler des objets technocratiques de la croissance, mais en prise avec des situations sociales et politiques conflictuelles. Alors, je vais me permettre un petit écart qui sera pour vous présenter en fait ce que je considère comme un cas d'école. Donc je vais m'écarter un peu du continent africain et je vais parler rapidement d'une situation antillaise. Parce que j'ai travaillé sur le conflit social de 2009 aux Antilles, et je crois qu'il y a un cas d'école dans la manière dont la croissance s'insère dans les conflits, le débat sur la croissance s'insère dans les conflits sociaux. Alors, aux Antilles, quel est et en Guadeloupe plus précisément, de quelle manière ce lien entre le conflit social et le discours sur la croissance s'établit-il ? En gros, l'idée est que la croissance antillaise se fait dans la dépendance parce que, très simplement, Jean-Philippe en a parlé tout à l'heure, la croissance se fait essentiellement par le secteur tertiaire. Elle se fait par le secteur tertiaire grâce à des fonds qui sont notamment des fonds étatiques et des subventions qui sont versées par donc, la métropole et qui sont venus historiquement, j'en reparlerai, compenser la décrue d'une économie qui est une économie de plantation. Donc le débat sur la croissance porte sur le lien entre dépendance par rapport à la métropole, décrue d'une économie de plantation, et puis donc croissance par un secteur tertiaire. Alors récemment, il y a un travail qui a été fait, dans les années 2000, il y a un travail qui a été fait par l'Agence française de développement, qui est intéressant parce qu'il a renouvelé la manière de penser ce lien entre croissance et dépendance. Il a nommé la croissance antillaise, et la croissance guadeloupéenne et martiniquaise notamment, croissance sous serre. Alors l'idée de la croissance sous serre, c'est de dire, finalement, ces départements sont extrêmement dynamiques, mais d'une manière qu'on ne reconnaît pas d'habitude. Simplement, ils ont besoin d'un apport de l'extérieur, mais ils sont extrêmement dynamiques. Et donc, ils vont jusqu'à dire, la Guadeloupe, la Martinique sont les champions de la croissance française. Donc, ils vont vraiment très très loin. Et en particulier,
Donc, il considère, il se soustrait d'une vision qui stigmatiserait les transferts de la métropole. Alors, pour un certain nombre d'acteurs syndicaux et d'acteurs, pour beaucoup d'analystes des économies antillaises, une telle analyse pose problème parce qu'elle fait complètement l'impasse sur le legs historique des bases de la croissance. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, la croissance se fonde notamment sur la décrue de l'économie de plantation, sur une politique de soutien massive à l'essor du secteur tertiaire, donc qui est venu de l'État, qui a permis aux capitaux de la plantation de se reconvertir et de se réinvestir notamment dans le secteur tertiaire. Donc, notamment en contribuant à l'émergence d'un certain clientélisme aussi, etc. Depuis les années 60-70, on a critiqué cette croissance-là. Il y a une expression de Jean-Marie Albertini qui parle de fausse croissance dans les années, je crois en 1962, puis de croissance sans développement, ça c'est Claude de Miras qui a parlé de ça dans les années 80. Plus récemment, il est assez intéressant de voir que les syndicalistes du LKP, du lianage contre profitation qui ont mené la lutte, ont accusé les statisticiens de l'AFD de manipulation parce qu'ils éludent véritablement le rôle que joue le secteur tertiaire dans l'économie de l'île, et notamment le fait qu'il nourrit des réseaux de pouvoir postcoloniaux. Ce qui veut dire que il y a eu des joutes autour de ces représentations de la croissance, donc en accusant certains acteurs d'euphémiser la nature de la croissance. Et puis à l'inverse, d'autres termes ont été considérés comme un peu tabous. Alors j'ai pas le temps de m'y attarder, mais le terme d'économie de plantation, par exemple, a été une cause de pomme de discorde, a été une pomme de discorde très importante puisqu'il figurait, parce que le LKP l'avait mis en fait dans le préambule de l'accord qui devait être signé par les différentes parties pour clore le conflit, et ça a été la cause pour laquelle, ou le prétexte pour lequel le MEDEF a refusé de signer cet accord en disant l'économie de plantation. Alors on a Laurence Parisot qui dit une économie de plantation c'est une économie esclavagiste, etc. Et eux considèrent que l'économie de plantation existe toujours. Tout ça pour dire que l'interprétation de l'économie est à la fois le lieu de la croissance, est à la fois le lieu de divergence sur donc, les rapports sociopolitiques, et elle est aussi insérée, donc les interprétations de la croissance sont aussi insérées dans le conflit social. Donc je crois que là il y a vraiment un cas d'école qu'on pourrait étendre, mais qui est intéressant à mentionner. Alors sur l'Afrique, ça va être plus morcelé, ce que je vais vous présenter, et je vais le présenter par étapes. Alors d'abord, je voudrais parler des imaginaires de la croissance en Mauritanie. Alors d'abord, donc ça va faire le lien avec ce que je viens de dire aussi. Je voudrais vous montrer que le discours de la croissance mauritanien sur la Mauritanie, pendant un temps, a vraiment été le reflet éthéré de certains imaginaires de l'économie assez contestables. Donc ça rappelle aussi les travaux de Ferguson ou de Mitchell. Alors je vais vous montrer un graphique, mais que je commenterai. Alors en gros, quelle est l'idée? Je vous l'expliquerai. Hein. Pour l'instant, vous ne pourrez sûrement pas voir grand-chose, mais je vais vous expliquer ce qui est intéressant là-dedans. Alors en gros, le discours usuel sur la croissance mauritanienne, c'est de dire c'est un pays sahélien, vulnérable, donc il y a des secteurs qui permettent d'exploiter des ressources naturelles. Il y a des secteurs qui sont très importants dans l'économie, donc c'est notamment l'agriculture, les ressources naturelles, c'est la pêche et les mines, et ces secteurs-là, qui sont les plus importants, sont très volatiles. Donc on a une vulnérabilité, une instabilité de l'économie, donc l'économie fait face à des chocs exogènes, mais face à cela, alors tout ça c'est le discours usuel, les chocs exogènes de vulnérabilité, et face à cela, la croissance mauritanienne, mine de rien, réussit à maintenir un certain nombre de points de manière régulière, donc elle est quand même soutenue. Elle est quand même soutenue donc grâce notamment au commerce, au BTP, à la dépense publique, etc. Donc avec cette idée d'un pays vulnérable, instable, mais qui a une croissance tout de même soutenue, mais insuffisante. Alors elle est insuffisante, elle ne permet pas notamment de réduire la pauvreté. C'est un peu ce qu'on dit de tous les pays sahéliens, quoi, en gros. À peu de choses près, c'est une espèce de cette idée des chocs exogènes, c'est un peu la vulgate. Donc ça rappelle l'espace du politiquement pensable dont parlait James Ferguson sur l'analyse du discours économique sur le Lesotho. Alors, pour analyser ce discours-là,
je vous montre justement ce graphique-là. Pour aller au-delà de cette constatation sur les imaginaires et pour penser un peu la croissance, les calculs de croissance en action. Alors, qu'est-ce que ce graphique? Alors, ce graphique, je l'ai élaboré à l'époque où j'étais économiste en Mauritanie, où j'essayais de comprendre un petit peu de quoi les chiffres de croissance étaient faits. Il a été élaboré à un moment aussi, je dois le dire, où il y avait un grand scandale de mensonges sur les chiffres. Donc, ces chiffres étaient prétendument faux. Mais c'est un peu ce que j'analyse là. Alors, en bas, en fait, toute la courbe du bas, qui est marron, j'ai regroupé ce qui étaient les causes d'instabilité. Donc agriculture, mine et pêche. Et puis en haut, c'est tous les autres, donc toutes les réserves de croissance. Alors, ce qui est hyper étonnant d'emblée quand on voit un graphique comme ça, c'est que en fait, quand la courbe du bas descend, la courbe du haut monte. Et inversement, donc elles sont en opposition. Et très honnêtement, il n'y a absolument aucune raison économique pour laquelle, quand on somme les secteurs vulnérables, donc les secteurs volatiles, pour laquelle les autres secteurs devraient monter ou descendre. La seule logique qui explique ça, c'est que la croissance est négociée. Et qu'il faut à la fois préserver un récit d'une croissance qui monte et qui descend en fonction donc, des aléas climatiques, etc. Ça, il faut le préserver. Mais quand même, l'idée, c'est aussi que avoir des variations trop importantes, c'est un peu gênant. Donc, si on a un choc très important sur l'agriculture, il faut le voir. Mais en même temps, si ça amène à avoir une chute de la croissance, vis-à-vis d'un rapport du FMI, c'est pas très admissible, c'est quand même problématique. Donc, on compense sur des variables sur lesquelles on peut négocier. Alors, j'ai pas le temps de m'y étendre là. On peut ajuster des variables. Donc, en gros, ce que montre un graphique comme ça, c'est que les calculs de croissance, donc je ne vous l'ai pas dit, mais la résultante, hein, c'est la courbe bleue. Et la courbe bleue, en fait, elle fluctue dans des marges finalement assez raisonnables. Donc elle est toujours entre 3,5 et 5%, quoi. C'est raisonnable. C'est soutenu, comme je vous le disais tout à l'heure, ça atteste de ce récit. C'est volatile, mais ça atteste du récit moyen que j'examinais tout à l'heure. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est donc que ce discours-là, il montre de quelle manière il y a à la fois un discours complètement naturalisé sur la croissance, en même temps l'inscription de ce discours de croissance dans une logique de négociation et donc des relations entre la Mauritanie et le FMI, donc des rapports de pouvoir, une logique un peu de modération, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, on peut aller un petit peu plus loin que les rapports de pouvoir et dire que cette mise en récit de la croissance, en fait, elle s'inscrit aussi dans des logiques d'allégeance. Alors, pourquoi des logiques d'allégeance ? Moi, en travaillant avec les économistes à l'époque, je voyais comment ils construisaient donc leurs chiffres. Quand ils faisaient des rapports sur des chiffres comme cela, ils disaient bon on va justifier le profil qu'on trouve. Oh attendez, on va trouver des mesures. Alors on va insérer des mesures. Et ils disaient le gouvernement a financé une usine dans tel et tel coin. On met cette mesure là parce que ça atteste de tel et tel mouvement. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'ils montraient que cette élaboration-là du discours de croissance était à la fois technique, négociée, mais en même temps il reposait sur des imaginaires qui étaient des imaginaires de la croissance très banals finalement. Et les techniciens eux-mêmes étaient ceux par lesquels les imaginaires populaires de la croissance passaient, c'est-à-dire en fait le fait que ça monte ou que ça descend, c'est grâce à l'État, à sa bonne volonté, etc. Donc on a à la fois un discours imaginaire inséré dans des rapports de pouvoir, négocié, mais en même temps qui va vraiment jusqu'à une logique d'allégeance une logique d'allégeance au pouvoir, et cela par des rapports et des répertoires qui sont des répertoires populaires. Alors, dans quelle mesure, ça c'est pour un peu poser la base, alors dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer qu'un discours comme cela, qui est très politique, peut être l'objet de contestation? Alors, pour se le demander, je fais à nouveau un petit détour, mais pour montrer à quel point un discours comme celui-là peut être, un discours construit sur la croissance peut être problématique. J'évoquerai rapidement le cas du Bénin de Boni Yayi. À l'époque, moi, je travaillais au sein du PNUD, en fait, dans une cellule qui s'occupait de la gestion budgétaire. Et quand le président béninois est arrivé au pouvoir, il a voulu vraiment renouveler la manière dont on calculait la croissance. Et d'une certaine façon, il a fait ce qu'on faisait dans le pays planificateur, et notamment dans le bloc de l'Est, jusque dans les années 80, puis maintenant toujours en Chine, c'est-à-dire de dire la croissance sera de temps et on fera ce qu'il faut. C'est-à-dire
il imposait une ingénierie qui était une ingénierie du volontarisme en disant non, la croissance c'est pas une résultante, c'est ce qu'on décide et on fera les investissements nécessaires. Et lui qui était un économiste qui savait très bien que la croissance ne se maîtrise pas comme cela, il a fait toute une série de documents, il a imposé que les documents officiels du Bénin affichent une croissance de 7%, donc extrêmement volontariste, extrêmement irréaliste, ça n'a pas du tout été réalisé, in fine, et que tous les programmes publics soient construits là-dessus. Alors ce discours volontariste-là, il est très... il est très extrême en l'occurrence, mais en fait cette idée que la croissance peut être le support, que l'objectif de croissance est le support du volontarisme, est très répandue en Afrique. Et elle est en fait présente chez beaucoup de discours planificateurs, elle est très présente dans les OMD, on pourra en rediscuter, mais elle est extrêmement présente. Alors, je voudrais passer au cas du Burkina pour se demander dans quelle mesure ce discours autour du volontarisme et de l'émergence au Burkina peut générer à la fois des formes de domination et potentiellement de lutte et de contestation. Alors, pour le voir, je vous invite à regarder le profil d'un ancien ministre de l'économie qui s'appelait Seydou Bouda, qui est aujourd'hui, je crois, un ambassadeur pour l'Afrique auprès de la Banque mondiale. Et Seydou Bouda est quelqu'un d'intéressant parce que c'est quelqu'un qui est justement le représentant d'une ligne très volontariste. Moi, au moment où je le vois et je l'entends, c'était en 2008 dans des grandes réunions où il se plaint du fait que la Banque mondiale et tous les partenaires internationaux ne visent pas une croissance assez élevée, que ça ne permet pas de financer les programmes publics, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un de très volontariste. C'est quelqu'un qui a aussi fait le début de sa carrière au sein du gouvernement, enfin au sein de l'appareil d'État sankariste et qui a été formé au sein de la planification sankariste. Le fait est que ce qui est intéressant avec l'action de Seydou Bouda, c'est qu'en 2008, il est aussi, alors il est ministre de la fonction publique, mais il est le coordonnateur officieux d'une stratégie que Blaise Compaoré superpose aux stratégies officielles du pays, notamment la stratégie de réduction de la pauvreté qui prévaut à ce moment-là. Il y a ce qu'on appelle au Burkina donc la stratégie présidentielle à ce moment-là, et la stratégie présidentielle trouve son origine dans la campagne que Blaise Compaoré fait en 2005, où il s'engage à porter le Burkina vers la croissance. Et Seydou Bouda est l'ordonnateur de cette grande stratégie. Alors, avec tout un appareillage de négociation, un appareillage technique, il passe par la direction de la planification, il a des contacts avec des bailleurs non alignés, notamment chinois, il y a tout un appareil un peu parallèle de mise en place d'une stratégie qui vise donc à l'émergence, pendant que la stratégie liée aux partenaires internationaux, c'est une stratégie essentiellement de lutte contre la pauvreté. Alors, ces différents groupes au sein de l'État, ceux qui travaillent pour la lutte contre la pauvreté, j'aurais pu parler des financiers aussi, qui travaillent dans une perspective beaucoup plus liée à l'orthodoxie. Et ces groupes qui sont liés à l'émergence, en fait, sont des groupes rivaux. Donc il y a vraiment des joutes et des affrontements entre directions qui partent dans des directions différentes au sein de l'administration burkinabé. Alors, in fine, c'est le discours de Seydou Bouda qui a fini par s'imposer parce que le Burkina, dans un grand fracas, a fini par abandonner la lutte contre la pauvreté et a adopté une stratégie de croissance accélérée en 2010, si je me souviens bien. Mais ce qui est intéressant, et moi j'ai pas la réponse, et Vincent a probablement plus la réponse que moi, il en a parlé tout à l'heure, c'est la question de savoir, à partir du moment où le pouvoir burkinabé est traversé par des lignes de fracture entre des corps qui ont différentes représentations de la croissance, dans quelle mesure ces différentes représentations de la croissance mettent à mal l'assise du pouvoir, d'une part, et d'autre part, alors je ne l'ai pas dit, je le dis un peu dans le désordre, mais cette stratégie qui vise à faire du Burkina un pays émergent, c'est aussi une stratégie qui passe par des réseaux clientélistes, qui canalise en fait des montants d'aide dans l'économie de manière un peu contestable, et elle contribue à faire penser que le pouvoir burkinabé déploie sa stratégie de croissance et en faveur de l'émergence d'une façon extrêmement contestable. Donc dans quelle mesure est-ce qu'elle nourrit un discours de contestation? A priori de manière très importante, et je pense que Vincent peut le dire, mais je pense
que par rapport à cette question-là, moi j'ai pas fait les terrains qui me permettent de le dire, mais je pense que par rapport à cette question-là, on peut éventuellement penser au discours d'émergence comme un discours de délégitimation et qui sape les bases. Alors il y a deux questions à poser par rapport à ça. D'une part, quel est le potentiel d'opposition par rapport à ce type de déploiement d'une logique de croissance par rapport à une autre? Donc quel est le potentiel de contestation au Burkina, d'une part. D'autre part, à partir du moment où le Burkina a connu la révolution qu'on connaît, dans quelle mesure est-ce que ce type de dynamique-là passe en dessous des radars de ce qu'il est possible d'analyser, notamment dans les modes de reproduction des formes de domination après la Révolution. Est-ce que ce discours sur l'émergence va continuer à être une forme de domination après la Révolution? Et ça, on peut se le demander parce que finalement, il n'est pas certain que le type de mécanisme de domination soit totalement identifié. Je ne sais pas. Je pose cette question. Alors, pour parler, et ce sera mon dernier... mon dernier... Surtout, je dois parler maintenant, ouais, en fait. Mon dernier cas, je reviens à la Mauritanie rapidement, justement, pour montrer comment le vacillement d'un discours de croissance peut signifier précisément la remise en question d'un compromis sociopolitique et la chute même d'un lien entre croissance et rapports sociaux et politiques, notamment parce que la croissance véhicule des rapports de pouvoir contestables. Alors en Mauritanie, en 2005, le président Taya est renversé. C'est vraiment après 20 ans à la tête du pouvoir. Alors, je vais évidemment pas m'étendre, mais je dirais simplement que le pétrole est au cœur de l'instabilité qui marque cette fin de régime Taya, et avec lui toutes les prévisions de croissance. Alors pourquoi? Parce que la Mauritanie n'est pas productrice de pétrole et elle prévoit de l'être à partir de 2006. Alors les attentes vis-à-vis du démarrage du pétrole sont très très hautes, donc elles génèrent des prévisions de croissance extrêmement élevées, des prévisions de croissance à 2 chiffres comme on dit usuellement, et elles aiguisent aussi beaucoup les appétits. Alors le pays vit une ébullition très importante, c'est-à-dire des investissements très très importants. Notamment, il y a même un boom immobilier, enfin beaucoup d'investissements dans le pays. Mais en prévision du futur décollage, elle génère aussi des foires d'empoigne. Donc à la fois sur les retombées directes de la rente pétrolière et puis surtout les marchés qui dérivent de cette ébullition économique. Alors ceci, ça se passe alors que la légitimité du pouvoir de Taya s'érode et en fait, le pouvoir est traversé par des lignes de fracture très importantes. L'armée se considère en partie comme défavorisée. Donc il y a une tentative de coup d'État en 2003 qui est le fait d'une partie déclassée de l'armée. Les citoyens se considèrent comme... Oui, tout à fait. J'aurais terminé en 2 minutes. En fait, on se fait mettre dehors à 20h. C'est juste pour pouvoir discuter un peu avec la salle. Alors, très simplement, ces prévisions de croissance... qui ont lieu autour du pétrole, sont contestés par un certain nombre d'acteurs. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est qu'à la fois pendant la fin de l'ère Taya, parce qu'ils génèrent une ingénierie, ils génèrent des mécanismes de partage de la rente. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas le temps de m'étendre, ils sont complètement faux, mais ils génèrent quand même des médiations dans le partage de la rente à venir, notamment par des augmentations de salaire des fonctionnaires, etc. Également par des arbitrages de politique publique, donc ils jouent véritablement un rôle de médiation. En même temps, parce qu'ils sont complètement falsifiés, ils sont aussi au cœur de ce qui va contribuer au milieu d'un certain nombre de dynamiques sociopolitiques à la chute de Taya, qui est décrédibilisée par de multiples mécanismes, mais entre autres pour sa mauvaise gestion et de manière anticipée, ce qu'on anticipe comme devant être une mauvaise gestion de la ressource pétrolière. Donc cette idée du mensonge macroéconomique qui s'effondre est au cœur de la chute de Taya. Alors qu'est-ce qui se passe? On a à la fois, et j'ai pas eu le temps de le dire, mais on a à la fois des controverses très importantes autour du discours macroéconomique, une remise en cause de la captation des fruits, donc des rentes par une certaine élite, et en même temps un compromis de mise en nombre et de répartition à partir de cette mise en nombre qui chute en 2005. Donc une appropriation par des acteurs divers donc de ces chiffres de croissance et des mécanismes de répartition, et donc un discours macroéconomique qui est véritablement, comme le dirait Michel Callon, débordé, disons, par les dynamiques sociopolitiques. Mais donc je m'arrête. Voilà.
Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, donc j'ai une remarque par rapport à l'introduction de Vincent. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est sur la perception de la croissance. Et c'est intéressant d'entendre ce qui se dit sur l'Afrique par rapport à la situation en France. Parce qu'on dit, depuis qu'on a passé à l'euro, que le pouvoir d'achat a plus ou moins augmenté. Donc j'ai l'impression qu'il a baissé. C'est un avis personnel. J'ai deux questions pour Jean-Philippe. À la fin, tu suggères des changements institutionnels et un retour au développement. Est-ce que tu peux préciser ta pensée, si j'ai bien compris ta conclusion? C'est sur le plan de la pensée, justement. Justement, est-ce que tu peux... là, c'est une pensée qui pourrait... C'est-à-dire que... Peut-être qu'on va laisser la parole à la salle et puis après vous choisirez les questions que vous préférez et puis pour pouvoir laisser parler les gens aussi un petit peu. Pour montrer déjà, j'ai écrit ma question en anglais. I would like to know why do we decide to change data basis at the moment? Pourquoi on décide de changer l'année de base pour une série statistique? Pourquoi ne pas prolonger Et en creux, il y avait aussi une question que tu mets pas mal, mais le début de l'intervention de Daouda, c'est la spécificité africaine de tout ce que va raconter, tant la place de la croissance dans les imaginaires politiques et la place de la croissance comme technologie de pouvoir finalement. Est-ce que c'est quelque chose qui est spécifiquement africain ou quelque chose qu'on retrouve aussi en Grèce, en France, exactement au même titre? Si je puis prolonger ton intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soyez pas timides. Attends, vous fassiez une idée. Moi, j'avais une ou deux questions. Non en fait, j'ai une question donc, pour Jean-Philippe et une question pour Martin. Donc, Jean-Philippe, sur les indicateurs que tu as montrés, en fait, je me posais juste la question en fait, des risques liés à l'agglomération en fait, de données, et notamment quand on compare, quand tu poses la question justement des inégalités entre pays, et que tu poses aussi la question en disant justement que au final la moyenne c'est intéressant, mais que c'est surtout en la comparant avec la variance, etc., qu'on va avoir vraiment de l'idée. Est-ce que dans ces calculs-là, on compare à la fois la variance entre les pays, mais est-ce qu'on compare aussi la variance à l'intérieur même des pays sur certains indicateurs, notamment quand ils sont ramenés au niveau des ménages, des habitants, c'est-à-dire comment on passe de cette échelle-là en fait. On n'entend pas la question. Désolé, je posais la question sur les comparaisons en fait, de variance entre les situations des différents pays et les situations à l'intérieur. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y avait pas des risques de considérer en faisant une moyenne pour un pays en disant bon, voilà, ce pays il est comme ça, donc il est riche, et du coup d'oublier un peu les personnes pauvres d'un pays riche en les comparant avec un pays qui est pauvre, et du coup on oublie les personnes riches du pays pauvre, etc. Juste une petite question pour Martin, après je te Martin, first of all, thank you very much for your presentation. And I'd like to ask a question, but you kind of answered during the presentation, but I asked it anyway. My question was, what has been the perception of your work by political officials, by government officials in Africa, but you kind of answer that. So my new question would be like, what is your own analysis of this reaction? How do you analyze this? How do you process that? And also, did you get any feedback of your group by African economists? Also, what do they think about that? How do they analyze the situation? And last question is, even if something is miscalculated, could it lead to useful analysis or any useful effect or impact or whatever? Like, is it always very pessimistic? J'ai aussi une question pour Morten.
it's a specific question because you are quoting Ethiopia as one of the countries that are using the statistic in a fake way, and maybe it was a governmental strategy. So I wanted to know how you relate that strategy to the model of the developmental state, because Ethiopia is clearly one of those developmental states. In Ethiopia, at least it's the politics of the government. So can you relate those two? Sandrine? Moi j'avais une petite question pour Boris sur la contestation. Mais d'ailleurs c'est quelque chose qui peut être discuté avec tout le monde. Mais c'est sur la question de savoir si finalement est-ce que les chiffres sont toujours contestés en gardant les mêmes chiffres de référence, ou est-ce qu'on voit émerger aussi la production de chiffres alternatifs, de bases de données alternatives, d'autres références qui viennent contester dans le même champ de jeu, en produisant d'autres chiffres. Est-ce qu'on voit émerger aussi des choses de ce type-là, et quelle compétition ça peut avoir, quel effet? Et moi, j'ai aussi une question pour Boris. C'est juste, bon, quand on vous écoute, il y a un discours qui est finalement, peut-être aujourd'hui, paradoxalement le plus intuitif, c'est la croissance comme biais de gouvernement, comme biais de négociation avec le FMI, sur lequel vous insistez tous les deux. Mais historiquement, quand on voit les PIB arriver dans les années 50, notamment dans les pays africains, ça a été aussi un biais de visualisation des inégalités. C'est-à-dire qu'avant, dans les années 30, la notion d'inégalité dans le monde, en termes de transmoderne, c'est quelque chose qui ne veut rien dire, c'est quelque chose qui n'est pas quantifié, c'est quelque chose qui n'est pas mesuré, et c'est quelque chose qui ne fait pas partie du politiquement pensable, pour reprendre l'expression de Ferguson. Et du coup, dans quelle mesure on peut raconter une histoire du PIB et de la croissance, indépendamment de la validité de ces chiffres, et de dire que quand bien même ces chiffres sont invalides, ou quand bien même ils sont produits pour des raisons de gouvernement, ou qu'ils ont des effets normatifs de gouvernements coloniaux qui vont dire ça c'est de la vraie production, ça c'est pas vrai de la production, dans quelle mesure ils n'ont pas été d'emblée appropriés par des acteurs, notamment syndicalistes africains, pour avoir un discours sur les inégalités et pour dire voilà où on en est par rapport aux répartitions des richesses dans le monde. Et il me semble que là, il y a un point de départ, peut-être aussi une contre-histoire finalement de la croissance et des PIB en Afrique, qui, quand bien même ça ne renvoie pas forcément de la réalité, a été un discours éminemment politique dès le départ, approprié par les syndicalistes africains. C'est aussi un peu une affirmation, mais quand vous m'avez amené à parler de ça, donc je voulais aussi apporter ce complément, et peut-être si tu peux rebondir par rapport à ça. Peut-être qu'on peut prendre dans l'ordre des intervenants, ou voilà, La première question, c'est Daouda qui me la pose. Ma conclusion, c'était vraiment, c'est venu là pour terminer. Historiquement, l'économie du développement naît à la Seconde Guerre mondiale et se construit. Alors d'un côté, vous aviez une approche un peu issue de la pensée classique, de l'école classique, mais qui intégrait quand même l'idée qu'il y avait une spécificité des pays en développement avec des économies très duales entre l'agriculture et l'industrie par exemple. Et puis vous avez eu beaucoup d'approches très structuralistes sur les effets d'interaction, les effets centre-périphérie, à l'intérieur des pays, entre les pays. L'un des économistes français du développement, François Pérou, considérait que le développement, ce n'était pas la croissance économique, mais c'était l'ensemble des changements sociaux, mentaux, etc., qui accompagnaient la croissance. Donc ce que j'ai présenté quand on discute de croissance, effectivement, et que mon propos, c'est de dire que ce qui m'intéresse finalement, c'est pas tant savoir si c'est 3, 4, 5, 6, 7% de croissance, c'est qu'est-ce qui se passe derrière en termes de changement social. Et bien, finalement, c'est la question du développement chez les penseurs. Sauf que dans l'histoire de la pensée du développement, effectivement, avec les ajustements structurels, ça a été complètement un peu occulté. Et depuis maintenant une dizaine, quinzaine d'années, le gros de la littérature se concentre sur essayer d'identifier la recette miracle pour faire de la croissance. C'est l'autre ouvrage de Morten traite de ça d'ailleurs, sur les régressions de croissance, qui ajoute à chaque fois des nouveaux facteurs pour essayer de trouver la croissance en étudiant tous les pays ensemble. Donc du coup, on n'est plus du tout effectivement dans ce qui était l'origine de l'histoire historique de la pensée économique du développement. C'est pour ça un retour au précurseur, c'est un peu ça. Alors je vais vite, il y a quand même de l'hétérogénéité dans
L'autre question, c'est la question. Sur les inégalités inter-infra, ce que j'ai présenté, c'est les données de Chen et Ravalion, donc c'est des enquêtes ménages nationales, donc ce sont des inégalités intra, des inégalités de revenus entre les ménages d'un même pays. Pour mesurer les inégalités entre les pays, soit vous regardez, vous comparez les PIB par habitant, ou soit vous harmonisez toutes les enquêtes ménages que vous avez. Et vous faites comme si vous aviez une enquête mondiale. Bourguignon en France, qui est assez connu, elle fait ça. Essaye d'harmoniser toutes les enquêtes qu'il y a. Et quand vous faites ça, vous pouvez du coup distinguer ce qui relève des inégalités entre pays et des inégalités intérieures. Avec le constat, le renversement historique des inégalités, qui est que les inégalités entre pays diminuent grâce à la Chine, notamment. Par contre, les inégalités entre les pays augmentent un peu partout. Sur la népal, j'aimerais bien réagir aussi, mais je vais laisser Thanks. Maybe I'll also pick up on the comment earlier on by Vincent about whether we're talking about a specific African problem or whether statistics and so forth is a, yes, indeed, statistics is, politicized and might be misleading and so forth in many places. I think the most famous cases of bad statistics leading into bad situations, sometimes very bad politics, debt statistics in Greece, inflation statistics in Argentina. Argentina is the only country in history will get a little footnote on their inflation number in the international financial statistics published by the IMF. It's only Argentina that footnote in that database means that you are in trouble. But I think that the knowledge problem, which I'm talking about the knowledge problem, and not so much about the politicization problem. So it's a problem of ignorance, not of abuse, in a sense. And so that's very important to think about as well. And it's not, one is have to do the comparison reciprocal, in the sense that it's not like, in Tanzania, they're just so bad at making GDP statistics. That's not the correct way of reading this. It's rather than, are we using the appropriate way of measuring? Are we using the appropriate way of evaluating? And so forth. We're talking about a very specific metric which works in industrial economies with very clearly defined production boundaries. Still in industrial economies you have very important discussion about who should be counted and who should not. Should you count stuff, childcare within the household, childcare without, why not, and all that stuff. So these debates are important everywhere, but the knowledge problem is bigger and particularly that also means also the distance between the data in Washington DC and the data collected at the statistical office is also different. But there are many other reasons which I discuss in the book. Why now? Why is GDP being rebased right now? Well, it so happens that both Ghana and Nigeria had made political promises to bring them into low income, from low income status to low middle income status. It was just before the rebasing, so a long, nice report written, for instance, by IFPRI, International Food Policy Research Institute, about what was required to take Ghana into middle income status. Turned out it's just to do recalculation. But I think that what's happening is that what I just said now about the people did not care for a long while is ceasing to be true. Suddenly these statistics do matter. So Ghana used to be interested in being qualified for low income status, get the concessional loans. That's not, Ghana is on the international market now. In Ghana, investors were very happy to get this news because they already couldn't make sense of the way that their companies were leveraged and so forth like that. Mobile phone companies invested in Nigeria, in M-Pesa in Kenya, not because of this statistic, but despite them. And they saw bigger potential than IMF and the World Bank and so forth. So that there used to be a time where there was always about being under that magic threshold of $1,100 now it is per capita, that you're not too rich to still get aid. And the HIPIC initiative as well. Nigeria, for instance, it was important for them to be low income so that they could qualify for debt relief in the 90s and so forth. But now there are rewards for being rich. So therefore there are ways you can do, but
Some countries have not, like Ethiopia is still of a very low income. They prefer to be very low and growing fast. That's their strategy. That's a temporary condition though. You can't do that forever. Perception about, well, how do I think my book is being perceived? Now, everyone likes it. It's great. I goes highly recommend. No, I think, the Zambian case was a very special case. However, in Paulo Leola, the general statistician of South Africa as well, has intervened very much in order to stop me from appearing in public forums and stuff like that. But I was in a meeting in the African Statistical Symposium where the book was compared to, simultaneously, it was compared to Heart of Darkness by Joseph Conrad and Satanical Verses by Rushdie. And it was an open discussion whether it should be burnt or not. So, but this is a particular crowd, these are directors of statistical offices. And very important to draw a distinction between directors of statistical offices and national accountants. And also, at the same time, when when the Cameroonian Statistical Office read the response by the Zambian director, they issued an official statement in support of my research to be published and so forth. I co-authored a paper with the director of macroeconomic statistics in Ghana. This month, I'm publishing a paper on the Nigeria rebasing, written together with Yemi Kawa, the director of statistics there. And so forth. So it depends. National accountants are very much in the, many of the statistical offices are very well aware of that they are lacking resources. But at the same time, it's a slippery slope saying, look, our statistics is so bad, give us more money. They can also be read otherwise. Let's not do that anymore. So that's meanwhile, the African Development Bank, when my book was reviewed in the Financial Times, they wrote the African Development Bank wrote a response to the Financial Bank saying like, don't worry, Africa's rise is real. And they were worried about the impact it could have on investors. And the Financial Times have been written a lot about this, how it matters when Kenya does a release of so forth, and how it matters for statistics. The Central Statistical Authority in Ethiopia is a particular case, very politically tightly controlled. Now it's come to the extent that 3 years ago, IMF met Ethiopia and then decided not to use the Ethiopian growth statistics of 12%, but instead report 7% in their own report. That caused very bad relations to the extent that now Ethiopia refuses to discuss economic statistics with the IMF. They just read them a statement and they don't take questions anymore. So that's the question. And this is a government that justifies itself on delivering economic growth. That might be a good sign, in some sense. Rwanda is another, where it justified itself as a high growth regime. But doing that in a context where data is very weak might mislead us a lot. So I think this is a problem of increasing importance, this particular case. And that also leads us into, can you still do useful things although there is bad statistics? Depends what you want to do. You want to do a comparative cross-sectional study of tax as a share of GDP right now in Africa? That's useless. Yeah, that's going to be driven by data, not by information. You can do some things and other things you can't. It still means that you have to really know what you're doing. For policy, this has more data. I think one thing is for a researcher to be misled. But in Malawi, in 2006, 2007, they reported that they were producing 3.1 million metric tons of maize as a response to having a fertilizer subsidy. When there was a census collecting exactly that same year, they found that actually the harvest was 2 million metric tons. So 1.3 million metric tons were missing or overstated. And so that meant that for a country where most of the population is at close to the $1 per capita, it's dangerous to report that people are fed when they're not. The same thing has happened in Kenya, where statistics now report that children go to school who are not going to school. In Tanzania, they report kids to be vaccinated who are not vaccinated. All for this, because we do this evidence-based management and so forth like that. So for policy, it might be very dangerous. And one should be aware about the weaknesses in
evidence before one designs policy as well. That's important. Maurice, pour finir. Oui. Alors sur les bases de données alternatives, en fait, précisément, en fait, c'est un aspect qui m'intéresse énormément, mais c'est quelque chose que j'ai pu documenter sur les prix. Et typiquement sur les prix, c'est vrai. Et c'est une forme, moi, qui m'intéresse beaucoup, parce que on trouve des formes de constitution d'un savoir sur les prix et sur quelque chose qui est très difficile à mesurer, qui est la formation des prix. Dans des arènes qui sont des arènes syndicales et éventuellement de manière assez orthogonale au mode de mesure et d'analyse publique des prix. Alors sur la croissance, c'est beaucoup plus, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Alors ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de débat et il peut y avoir des acteurs pluriels. Mais qui sont rarement quand même des acteurs syndicaux et de mobilisation. On a plus une contestation du discours de la croissance que véritablement. Mais peut-être, moi à mon avis, ça tient aussi au fait que peut-être que la croissance est au fond peut-être plus un instrument de puissance et donc un discours du prince qu'un discours de contestation quelque part. Donc finalement la question de savoir si la croissance est un bon objet à étudier dans la contestation se pose à mon avis. Mais c'est à voir. Alors pour la question que posait Vincent sur le fait que les statistiques pouvaient être aussi des formes de visualisation des inégalités ou de dynamique, de mise en évidence, de dévoilement en fait, de réalité sociale et politique. Alors, il me semble qu'il y a deux choses. Alors, d'une part, oui, je suis tout à fait d'accord dans la situation contemporaine et je l'illustrerai par le fait qu'il y a plusieurs manières de mesurer même le PIB, et qu'on a des écoles qui s'opposent précisément parce que certaines accusent les autres de laisser la réalité de ce qu'il est important de voir dans l'économie en dehors. Donc par exemple, la méthode utilisée par le FMI pour la croissance, le FMI utilise la croissance ou le PIB comme un dénominateur, donc il y a très très peu de sophistication dans la méthode employée pour l'analyser. En revanche, il y a toute une école de comptables nationaux, notamment dans la tradition francophone, qui visent vraiment à mettre en lumière les effets inégalitaires, etc. Et ce sont les mêmes d'ailleurs qu'on retrouve dans l'Afrique francophone et aux Antilles, donc c'est un peu les mêmes finalement qui étaient sous-jacents au discours que j'ai présenté. Donc il y a des joutes, et le fait est que on peut avoir des affrontements, et je ne vous le montrerai pas parce qu'on n'a pas le temps, mais justement dans la croissance mauritanienne, je voulais vous montrer que d'autres méthodes montraient justement des variations beaucoup plus erratiques et qui montraient ce qui certainement est important à voir pour avoir une perception véritablement de ce qui se joue dans l'économie d'une façon peut-être plus réaliste que ce que j'ai montré comme graphique qui était très issu des négociations. L'autre aspect sur cette question des visualisations des inégalités par les statistiques, c'est que je pense qu'il y a aussi des phases historiques où la statistique joue des rôles différents. Et je me souviens d'Alain Desrosières qui disait dans le discours sur le statactivisme, donc qui a été produit par Emmanuel Didier, Isabelle Bruno, etc., qui disait qu'il avait été très choqué dans certaines manifestations d'entendre des gens dire « Ah, ces gens de l'INSEE qui nous produisent des chiffres qui finissent par polluer notre quotidien ». Donc voir l'INSEE comme un ennemi. Et lui était extrêmement choqué parce qu'il a fait toute sa carrière sur le fait que la statistique était du côté du dialogue social et une arme. Et il l'interprétait par le fait, notamment, la vague néolibérale. Et la vague néolibérale qui faisait que la statistique était aussi devenue un instrument de pouvoir. Alors je pense que dans les situations africaines, on est aussi dans un cadre où la statistique macroéconomique est aussi assez proche d'un mode d'exercice du pouvoir. Enfin, on n'a pas le temps d'en parler très longtemps, mais donc c'est peut-être aujourd'hui plus cela, et ça pourrait éventuellement, il pourrait y avoir des phases où on verrait disons une utilisation des statistiques peut-être plus dans un discours de contestation. Un point qui me paraît juste important par rapport aux différences avec l'Europe que tu mentionnais, justement, c'est moi je ne crois pas qu'il y ait de différence du tout épistémologique dans la manière dont les chiffres s'insèrent dans les sociétés. En revanche, il y a des différences d'appareils statistiques, il y a des différences de situation historique, ce qui fait que les marges de manœuvre et l'aspect discrétionnaire du calcul apparaît d'une façon qui a beaucoup plus d'importance
dans les modes de gouvernement en Afrique que ce n'est le cas en Europe. Mais je pense qu'en Europe, on peut voir, sur certains cas, le calcul de la dette, par exemple, ce qui est inclus ou exclu de la dette, etc., des choix qui sont extrêmement discrétionnaires et qui reflètent aussi une épistémologie, disons, de l'exercice d'un pouvoir contestable par les chiffres et non pas de la règle, de la bonne mesure. Voilà. Merci beaucoup pour tes réponses. On va devoir laisser l'amphi. Le prochain séminaire d'actualité aura lieu le 11 mars, le mercredi 11 mars, sur la notion d'islam républicain, qui est le titre d'un livre de Jean-François Bayard, qui sera là pour en parler, où il y aura d'autres personnes, et notamment probablement le recteur d'une des mosquées bordelaises. Donc veuillez venir, si vous le souhaitez, à cette séance. Merci beaucoup d'être venu, et je pense qu'on peut encore applaudir. Ouais, mais c'est vraiment, je pense qu'on peut vraiment qu'il y aurait vraiment, et surtout que c'est un discours qui est, encore une fois, paradoxalement contre-intuitif par rapport à des discours qui se présentent comme contre-intuitifs, qui en fait sont plus intuitifs. Le discours de Morton, en fait. Et du coup, il y a quelque chose où tout le discours des constructionnistes du développement, en fait, de manière générale, tu vois, il y a Alain Gilbari, c'est tout ça et tout, c'est une sorte qui se présente comme un contre-intuitif, mais vraiment qui est totalement intuitif. Et je trouve qu'aller plus loin dans la manière dont... Mais c'est pour ça, par exemple, que tu as lu des réponses dans le sens... Oui, bien sûr. Il y a toute une activité qui est l'ingénierie sociale aussi, etc. Et après, aussi...